Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP, Canal 8. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité et de débat en direct de l'Assemblée nationale avec encore un duo inédit pour m'accompagner ce soir. La sémiologue Mariette Darigrand est là. Bonsoir Mariette. Bonsoir Adeline. Et c'est Clément Méry qui est aussi avec nous ce soir. Bonsoir Adeline, Clément. ravi d'être là. Merci à vous d'être là Clément. C'est parti pour le sommaire avec à la une ce soir dans Chaque Voix compte un poison invisible dans nos assiettes, le cadmium. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, publie une expertise approfondie sur l'exposition des Français à ce métal lourd, naturellement présent dans nos sols. Et c'est l'alimentation qui est clairement la principale cause d'exposition, le pain, les pâtes, les céréales. Faut-il bannir certains aliments? Quels sont les dangers réels pour notre santé? Eh bien, nous en parlons ce soir avec Géraldine Carne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de projet scientifique et coordinatrice de cette enquête de l'ANSES. Merci d'être là ce soir pour nous expliquer tout ça. Benoît Biteau, bonsoir. Bonsoir à vous. Député écologiste de Charente-Maritime et rapporteur d'une proposition de loi qui vise justement à protéger notre alimentation des contaminations au cadmium. Et bonsoir Antoine Beau. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes journaliste santé à l'Express. Mariette Darigrand, quel est votre mot du jour ce soir? Adeline, on entend beaucoup parler de Nouvelle-France depuis dimanche soir. Je pense que c'est un bon concept de com. Est-ce que c'est un bon concept politique? Je ne sais pas. Vous nous direz ça tout à l'heure. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, place à la question qui fâche. Question ce soir sur l'enseignement à la défense nationale dès la classe de 6e que veut instaurer une proposition de loi portée par le MoDem et qui est défendue ce soir à l'Assemblée nationale. Est-ce bien là le rôle de l'école? Eh bien, nous en débattrons tout à l'heure avec Christophe Blanchet, qui est député MoDem et qui est rapporteur de cette proposition de loi, et avec Louis Boyard, député La France Insoumise du Val-de-Marne, farouche opposant à ce texte. Et Clément Méric, vous aussi, vous allez nous éclairer sur ce sujet ce soir. Oui, et ça va faire réagir vos débatteurs de la question qui fâche, je pense, puisque je vais vous emmener au début de la Troisième République pour vous faire découvrir les bataillons scolaires. Ça alors, on a hâte d'entendre ça. Vous pouvez vous aussi interroger nos invités et nos experts ou nous faire part de vos réflexions. Vous flashez le petit QR code qui est là. Et c'est Clément Méric qui a la tablette magique ce soir. C'est lui qui est chargé de nous transmettre tous vos messages. Bourbon Express aussi, tout à l'heure, avec Marco Pommier, le journal de l'Assemblée nationale. Voilà pour le menu de ce soir. Installez-vous confortablement. Chaque voix compte, c'est parti. Je vais vous proposer un petit retour dans le passé, si vous voulez bien. Souvenez-vous de vos cours de physique-chimie. Le tableau périodique des éléments, vous vous rappelez? C'est ce tableau qui organise tous les éléments chimiques en 18 colonnes et 7 lignes. Et à la case 48, souvenez-vous, CD, le cadmium, un métal lourd dont on n'avait plus entendu parler depuis la classe de seconde de Monsieur Filiol, mais qui fait la une de l'actualité en raison de ce rapport de l'ANSES sur notre exposition réelle au cadmium. Alors pour ceux qui ont séché les cours à l'époque, petit rappel très utile, signé Hélène Bonduel. Le cadmium, à l'image du plomb, du cuivre ou encore du mercure, ce métal lourd est naturellement présent dans les sols. Mais sa concentration peut être accentuée par les activités humaines et notamment l'agriculture. On en trouve surtout dans les fertilisants et les engrais phosphatés. Des sols agricoles contaminés qui vont à leur tour contaminer les aliments via les racines des plants. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, notre contamination au cadmium provient ainsi à 98% de notre alimentation. On en trouve principalement dans les céréales, le pain, les viennoiseries et les pâtisseries, mais aussi les pâtes, le riz, le blé, les pommes de terre et certains légumes. Les Français sont en réalité surexposés à ce métal toxique qui peut avoir des conséquences très graves sur la santé. Ça va de l'insuffisance cardiaque, ça c'est donc un lien avéré, jusqu'à l'insuffisance rénale, des cancers et en particulier le cancer du pancréas. Si l'ANSES alerte une nouvelle fois, c'est qu'une grande partie des sols français est contaminée au cadmium, avec plus ou moins de concentration selon les régions. L'agence recommande donc d'abaisser urgemment les teneurs en cadmium dans les engrais épandus sur les champs. Géraldine Carne, vous qui êtes donc la coordinatrice de cette expertise de l'ANSES sur le cadmium, d'abord, qu'est-ce qui a conduit l'ANSES à mener cette expertise ? Alors, depuis 2011, l'ANSES étudie le cadmium et constate déjà une surexposition de la population française au cadmium par son alimentation.
Parallèlement, il y a aussi 2 études de biosurveillance qui ont été conduites en France et ces études montrent une évolution de l'imprégnation humaine de la population française au cadmium. Donc, ce qui a conduit l'ANSES à mener cette expertise, c'est de pouvoir identifier des leviers d'action qui permettraient donc de réduire dans la durabilité l'exposition au cadmium, notamment dans une optique de freiner cette dynamique d'évolution constatée pour l'exposition de la population française au cadmium. On va revenir sur tous les leviers d'action dont vous parliez, mais il y a eu ces derniers mois de nombreuses études qui ont fait état effectivement d'une exposition préoccupante des Français. L'idée donc c'était vraiment de rassembler des données scientifiques, de remettre l'église au milieu du village et d'évaluer l'exposition globale au cadmium tout au long de la vie, c'est ça? Tout à fait. En fait, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir faire une étude inédite en tenant compte de toutes les données réactualisées et pour la première fois, de pouvoir évaluer toutes les sources d'exposition au cadmium pour la population, c'est-à-dire de considérer l'exposition par l'alimentation, par l'air, par la poussière, mais aussi par des produits de consommation ou encore le tabagisme. Donc c'est la première fois qu'on a étudié donc, l'exposition totale au cadmium. Et donc, ce que dit votre rapport, c'est qu'en dehors du tabagisme, qui reste la première cause de contamination au cadmium pour un fumeur, la principale source pour toute la population, celle qui ne fume pas, c'est l'alimentation. Bien sûr. Ce qu'il est constaté, c'est l'alimentation qui explique notre exposition au cadmium. On voit très clairement que pour la population générale, donc non fumeuse, que l'alimentation contribue à hauteur de 98%. Mais alors pourquoi le cadmium se retrouve dans nos aliments? Par quel processus? Alors tout d'abord, il faut savoir en fait que le cadmium, il est présent naturellement dans les sols. Donc cela est lié à la nature de la roche-mère du sol. Donc certains types de sols peuvent être plus contaminés en cadmium que d'autres. Et d'autre part, des activités humaines peuvent apporter du cadmium dans les sols. Et notamment certaines activités agricoles par l'utilisation de certains engrais ou matières fertilisantes. Et de ce fait, le cadmium qui est apporté dans le sol, et de fait de sa présence donc, dans le sol, le cadmium va être facilement absorbé par les racines des végétaux. Et donc ces végétaux vont se retrouver dans notre assiette. C'est pour ça qu'on parle des pâtes, du riz, des céréales, parce que ça passe de la terre à la plante, et notamment le blé par exemple. Par exemple, le blé, les cultures céréalières ou tout ce qui est légumes tubercules peuvent également être contaminés par le cadmium. Ce qui a touché la terre à un moment, en fait. Comme le cadmium est présent naturellement et aussi lié aux activités humaines dans le sol, toutes les productions agricoles donc, qui sont produites à l'intérieur du sol vont être en fait contaminées par le cadmium, ce qui fait que ça peut toucher une large gamme de denrées alimentaires. Pourquoi est-ce que la population française est la plus contaminée d'Europe ? Effectivement, il est constaté dans l'étude que la population française a des niveaux 3 à 4 fois supérieurs par rapport à ceux observés dans les autres pays européens. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui sont émises. Déjà, une des premières hypothèses, ce sont des habitudes de consommation qui peuvent être différentes, avec une évolution des habitudes de consommation observées avec une augmentation, par exemple, de la consommation de certains biscuits sucrés et salés. Mais la seconde hypothèse est plutôt liée à la contamination des denrées alimentaires sur lesquelles elles sont produites à partir de terres qui peuvent être plus contaminées par le cadmium, liées à une utilisation donc, historique et actuelle plus importante des engrais minéraux phosphatés en France, engrais qui peuvent provenir de sources d'approvisionnement à teneur en cadmium plus élevées. Par ailleurs, en plus des engrais, on a aussi l'utilisation de certaines matières fertilisantes comme par exemple l'épandage de boues de stations d'épuration ou des flancs d'élevage qui sont épandus dans une logique de gestion de déchets peuvent aussi expliquer l'apport en cadmium sur les sols. Et donc tout ça peut expliquer la contamination des denrées alimentaires et une exposition à terme plus élevée de la population française. Et ce que révèle votre expertise, c'est que les enfants sont plus imprégnés que les adultes. Effectivement, on observe en fait une proportion significative des enfants, plus importante que des adultes, qui peut être à risque d'effets indésirables dans le futur pour leur santé. Cela s'explique par le fait que les expositions journalières calculées pour les enfants sont similaires à ceux des adultes, rapportées avec un poids corporel plus faible. Et puis, on a tenu compte aussi de paramètres physiologiques. Donc, on est face à des organismes qui sont en développement. Donc, les enfants sont une population donc, plus sensible, ce qui explique la proportion plus importante observée pour les enfants. Et alors, autre question, est-ce qu'il y a des aliments
coupable. Parce que l'UFC Que Choisir avait lancé une alerte il y a plusieurs mois sur le chocolat. Est-ce qu'il y a vraiment des aliments où on sait que ça va être des bombes de cadmium ? Alors, il y a des aliments qui sont plus contaminés que d'autres par le cadmium. Donc, on évoque le cas du chocolat, il y a aussi les abats, les produits de la mer, mais ils sont globalement moins consommés par la population française. Donc, en revanche, il y a des amateurs, c'est vrai, de chocolat. Mais il y a des aliments qui sont contaminés par le cadmium et qui sont globalement plus consommés. C'est ce qu'on qualifie d'aliments contributeurs majeurs à notre exposition au cadmium. Et c'est le cas, en l'occurrence, des produits céréaliers ou la consommation de pommes de terre qui ressortent dans notre étude comme contributeurs majeurs de la population, et cela quel que soit l'âge de la population. Comment je peux connaître, moi ? Oui. Sur le chocolat, il y a quand même une nuance, c'est-à-dire que le chocolat africain est plutôt pauvre, enfin le cacao est plutôt pauvre en cadmium, et le chocolat qui vient d'Amérique du Sud est plus chargé en cadmium. Alors le cacao d'Amérique du Sud est effectivement lié à un sol qui est plus contaminé en cadmium, et donc va davantage concentrer le cadmium effectivement pour l'Amérique latine. Une autre question à la scientifique que vous êtes, si moi je veux connaître mon niveau de contamination en cadmium, je peux le faire comment ? Alors, il existe des moyens par les dépistages, donc le dépistage urinaire qui permet de détecter le cadmium et donc de connaître notre exposition. En revanche, en termes d'interprétation, donc on utilise des valeurs toxicologiques de référence qui sont pour le moment dérivées plutôt au niveau populationnel et pour lequel il est encore difficile d'interpréter les résultats au niveau individuel. Donc vous me dites que ça n'a pas d'intérêt que je sache mon taux de contamination au cadmium aujourd'hui ? C'est difficile de l'interpréter. Par contre, ça a un intérêt de connaître et de surveiller l'imprégnation de la population française et de le continuer dans le futur pour connaître en fait les tendances d'évolution. C'est la dynamique. Mais est-ce que cette étude, elle existe ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un suivi au long cours ? Oui. Il y a un suivi au long cours, ce qu'on appelle des études de biosurveillance, qui sont en l'occurrence conduites par Santé publique France, qui permettent de faire ce suivi de la population, donc par son imprégnation, par des mesures biologiques. Benoît Biteau, là, on est vraiment sur le constat. On a beaucoup parlé depuis tout à l'heure des engrais. Est-ce qu'on sait dire la part des engrais phosphatés dans la contamination des sols ? On le disait, le cadmium, il est présent naturellement. Et on dit, mais son taux est renforcé par l'activité humaine et en particulier par les engrais phosphatés. Mais dans quelle proportion ? Oui, on a des données. Alors d'abord, moi, avant de me lancer, je voulais vraiment remercier l'ANSES. Oui. Et Magali Carne, parce que le travail qu'ils font depuis plusieurs années maintenant, et ce rapport-là précisément, est particulièrement bien documenté. Et moi, ce que j'aime bien dans ce rapport, c'est qu'on a un état des lieux, un diagnostic et des propositions pour essayer d'avancer sur la sortie du cadmium dans notre alimentation. Donc vraiment, c'est très sincère. Je voulais vraiment remercier l'ANSES pour ce travail-là, parce qu'on en avait besoin. Le cadmium est réputé cancérogène depuis 1993. Cancérogène, certains. Certains, depuis 1993. Et donc, en 33 ans après, on a encore une contamination au cadmium extrêmement importante. On a une dérogation pour l'utilisation des engrais phosphatés en France qui permet de surseoir à la réglementation européenne qui est à 60 mg par kilo. Nous, on a demandé 90 mg, comme si ce n'était pas suffisamment dangereux, pour des raisons géopolitiques, mais peu importe. Et donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, effectivement, les sols, parce qu'en fonction de la géologie, de la roche-mère, on a des roches-mères plus ou moins riches en cadmium, et donc ça se retrouve dans les sols. Aujourd'hui, quand même, quand on travaille avec l'INRA, ils nous disent que 75% du cadmium qu'on retrouve sur les sols agricoles est issu des fertilisations liées aux phosphates utilisés pour enrichir les sols. Donc là, on a quand même une explication... Ça, c'est vraiment dans les terres cultivées. Voilà. Et donc, on a une explication de la surincidence de ce cadmium sur les sols français par rapport à nos voisins belges, par rapport à nos voisins allemands, parce qu'en France, on a utilisé des engrais phosphatés riches en cadmium, dont l'origine est essentiellement marocaine. C'est un des gisements les plus importants au monde. Et pour des raisons géopolitiques, on a toujours privilégié l'approvisionnement marocain. Et donc, on a aujourd'hui des sols qui sont nettement plus chargés en cadmium. Et ça explique aussi, c'est parallélisme des formes, ça explique aussi la raison pour laquelle la population française, par rapport au reste de la population européenne, est beaucoup plus impactée par le cadmium. Et il y a une difficulté, et c'est la raison pour laquelle la proposition de l'ANSES est particulièrement pertinente, c'est que c'est le cadmium qu'on apporte de façon récurrente via les fertilisations chaque année qui
alimente la contamination des productions agricoles, donc de la nourriture et donc du corps humain. C'est une question de biodisponibilité. Le cadmium qu'on apporte avec le phosphate au moment de la fertilisation est plus facilement biodisponible et donc migre plus facilement dans les plantes que celui qui est stocké dans les sols depuis très longtemps. Et donc le vrai levier, c'est celui de réduire la contamination au cadmium. On va y venir. Antoine Beau, si les gens ont entendu parler du cadmium ces derniers mois, c'est aussi parce que les représentants des médecins libéraux ont alerté l'an dernier sur la hausse des taux de cadmium dans l'organisme des Français, qui serait à l'origine de l'augmentation des cancers du pancréas. Vous avez mené une longue étude, une longue enquête sur ce sujet. Qu'en est-il exactement ? Oui, ce que j'ai écrit, c'est qu'en fait, on a focalisé l'attention sur ce sujet. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce n'est pas le problème de santé publique le plus démontré. Vous avez des conséquences pour la santé bien mieux établies dans les données scientifiques. Vous avez par exemple une forte toxicité sur les reins ou sur les os. Le cadmium, en fait, n'est pas évacué par l'organisme et va fragiliser ces organes et les contaminer et entraîner un surrisque à plusieurs pathologies associées. Vous avez la question du cancer, mais dans ce cas-là, il faut dissocier deux cas. Vous avez des cancers qui sont liés en fait à une utilisation massive de ces produits phytosanitaires. Vous avez des agriculteurs. Des agriculteurs donc qui seront touchés. Ils ont des litres de ces produits à leur contact. Contact direct. Bien sûr. Donc, et à ce moment-là, c'est très démontré en fait. Vous avez un risque de cancer qui est plus fort que dans le reste de la population. Reconnu en maladie professionnelle. Oui. Tout à fait. Mais on a une seconde question qui est la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que quand je mange, moi, mes pâtes, je vais avoir un cancer du pancréas ? Et là, la question, elle est plus délicate, parce que vous avez des résidus qui sont en petite quantité. Et en fait, vous parliez des cours de chimie et de physique. Je vous ai senti, vous aussi, traumatisé. Je ne sais pas pourquoi. Non, ça va, j'ai plutôt aimé, en vérité. Mais tout est une question de dose, en fait, de proportion. Et sur ça, les scientifiques peinent, parce qu'on ne peut pas tester... on ne peut pas prendre, en fait, vous et moi, puis les mettre dans une étude et puis leur donner des aliments contaminés, puis voir ce qui se passe, évidemment. On va éviter. Oui, je ne vous le souhaite pas. Mais donc, on a un problème de méthode pour démontrer cet effet. Et à l'heure actuelle, en fait, les études sont plutôt frileuses. Vous avez quelques associations statistiques qui laissent entendre, c'est des signaux faibles, qui laissent entendre qu'il peut y avoir un risque supplémentaire, mais ce n'est pas la première peur des scientifiques. Parce que Géraldine Carne, et il l'a bien dit Antoine, le cadmium, il va s'accumuler dans notre corps tout au long de notre vie et on ne peut pas l'évacuer. Alors effectivement, le cadmium, j'ai tort de dire les choses comme ça. C'est un élément qui a la particularité de se bioaccumuler dans l'organisme. Donc on considère en fait qu'il faut 10 à 30 ans pour éliminer la moitié de la teneur en cadmium absorbée. Et donc pour compléter... Il se stocke quelque part dans le corps ? Alors, il tend à se stocker essentiellement au niveau du rein. D'où les maladies rénales. D'où les maladies rénales, où à terme, à force d'être exposé de façon répétée, cela peut évoluer vers une insuffisance rénale. Et à l'ANSES, nous avons dérivé, à partir donc, de données scientifiques, toxicologiques et épidémiologiques, des valeurs toxicologiques de référence, c'est-à-dire qui permettent de faire la relation dose-réponse entre donc, un effet donc, observé, notamment au niveau de la population. Donc c'est le cas pour des effets qui sont quand même bien identifiés pour les effets osseux et les effets rénaux, identifiés comme les effets survenant à la plus faible dose d'exposition dans la population. Je vais poser une question bête, mais est-ce qu'il ne peut pas exister un médicament que pourraient créer les groupes pharmaceutiques pour nous permettre de l'éliminer de notre corps ? Je sais pas, une pilule aimantée, c'est un métal, je me dis, on doit pouvoir l'évacuer d'une certaine façon, non ? Alors, est-ce qu'il y a une piste de recherche là-dessus ? Il faudrait effectivement développer des pistes de recherche à ce sujet. Il peut y avoir ce qu'on appelle des chélateurs de métaux qui pourraient aider, mais vraiment, la solution, c'est de pouvoir agir à la source de contamination. C'est les fameux leviers d'action. On va en parler dans un instant. Un très bon chélateur, hein. D'ailleurs, c'est la première homologation. Sa première homologation, c'est glyphosate, qui est chélateur de métaux lourds, qui était utilisé par les plombiers pour nettoyer les canalisations, mais je pense que c'est une mauvaise idée que de proposer... On ne va pas garder cette proposition. Non, c'était pour attirer votre attention sur toute la difficulté que j'ai avec les réponses technosolutionnistes. On doit s'attaquer aux causes, c'est ce que vient... Voilà, la source. Et c'est ça la vraie réponse. La source Clément, de contamination. On a une première remarque, plus qu'une question, de la part de Stéphane, qui dit qu'il serait judicieux de souligner que le bio consomme du cadmium. Et il précise le sens de sa remarque, il dit qu'en bio, on utilise du phosphate naturel qui est aussi source de contamination. Vous pouvez confirmer ?
Tout à fait. En fait, je vais répondre là-dessus. Je vous laisse peut-être. Non, d'accord. Ça faisait partie des questions de la deuxième partie. Ah, d'accord. Tout à fait. En tout cas, je confirme ces propos sur le fait que le phosphate naturel est utilisé également. Autorisé. En agriculture biologique. Donc en fait, les denrées agricoles qui sont produites autant en agriculture conventionnelle qu'en agriculture biologique sont tout autant concernées par la contamination au cadmium, donc par l'apport de certains engrais, mais aussi d'autres matières fertilisantes. C'est-à-dire que consommer bio, en gros, ça ne protège pas de la contamination. C'est là où je vais intervenir. C'est là que vous vouliez dire que ça a un intérêt confirmé ? Évidemment. C'est-à-dire que, en vérité, effectivement, les minéraux phosphatés naturels sont autorisés en agriculture biologique. C'est le même sujet que les pesticides. Ce n'est pas parce qu'ils sont autorisés qu'ils sont massivement utilisés. C'est-à-dire qu'il y a, au-delà des autorisations, des réflexes, des méthodes de travail qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en agriculture conventionnelle, on a des pesticides et on les utilise. En agriculture conventionnelle, on a des engrais disponibles et on les utilise. En agriculture biologique, on est un peu dans la séquence éviter, réduire et compenser. C'est-à-dire qu'on cherche d'abord à éviter d'utiliser des molécules. Ensuite, quand on les utilise, on cherche à réduire au maximum l'utilisation. Et effectivement, de temps en temps, on compense avec des molécules. Et donc, dans les faits, effectivement, c'est possible de les utiliser, mais on ne les utilise pas. Et donc, moi, le message que j'entends de l'ANSES, c'est vigilance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... L'agriculture biologique, dans son cahier des charges, ne préserve pas du cadmium. En revanche, par les pratiques que retiennent les agriculteurs bio, il y a beaucoup moins de cadmium dans les sols bio. Il y a beaucoup moins de cadmium dans l'agriculture biologique. Et une étude, donc ça a quand même un intérêt. L'analyse de métadonnées montre... et ça c'est disponible aussi, et l'alerte des médecins en 2025 en avait fait la démonstration, c'est que 48% il y a 48% de cadmium en moins dans l'alimentation bio, c'est la moitié. Donc la première mesure, c'est enlever le cadmium des engrais phosphatés, mais une des réponses immédiates, tout de suite, c'est consommer bio pour diviser par 2 notre contamination. En tout cas, vous allez voir que l'information n'est pas passée inaperçue auprès du grand public et vous allez même sans doute être étonné par les réponses que l'on a obtenues à la question « Est-ce que vous avez entendu parler du cadmium ?» Reportage de Johan Delera et Eva Billon, regardez. Sur ce marché parisien, de nombreux clients en ont déjà entendu parler. Oui, on en fait grand cas en ce moment du cadmium. Je sais simplement qu'il y a un sujet de santé publique aujourd'hui. De là à savoir ce que c'est exactement. Je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la terre ? Ça sert à faire des pigments colorés rouges. C'est un métal. C'est dangereux. Dangereux pour la santé, oui, mais les conséquences ne sont pas bien identifiées. Dans les détails, non, mais je sais que c'est malsain pour la santé. Voilà. Quand on parle de gros risques, on a toujours peur du spectre du cancer. Un risque que certains relativisent. Il y a tellement plus de produits cancérigènes, il y a tellement de risques cardiovasculaires, tabac, amiante, etc., soleil, que le cadmium, ça ne me paraît pas dans les top causes. D'autres, en revanche, sont prêts à changer leurs habitudes alimentaires. Il faut prendre soin de sa santé. Il faut prendre soin de ce que l'on mange. Si on me disait que c'était bourré de cadmium et que c'était très mauvais, oui, je modifierais. Ouais. Les produits à base de céréales seraient parmi les plus riches en cadmium, comme le pain ou les pâtes. Là, en revanche, le sacrifice est moins évident. C'est des produits quand même qu'on utilise beaucoup, donc remplacés par les pois chiches, je pense que c'est moins populaire. Vu que c'est plutôt régime sandwich le midi, j'aurais du mal à arrêter le pain. Le chocolat serait lui aussi riche en cadmium. Trop pour ne plus en manger ? Non, c'est pas possible. C'est comme les pâtes. Je pourrais pas arrêter le chocolat tout de suite. De toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Si on écoute tout ce qu'on se dit sur la nourriture, soit on devient parano et on mange plus rien, soit on essaye quand même d'avoir des produits de qualité. Mais c'est important aussi de ne pas céder à la psychose, ils ont raison. Géraldine Carne, on va parler tout de suite des leviers d'action, mais d'abord, autre question bête, je suis là pour ça aussi. Est-ce que si on élimine de son alimentation tout ce qui contient du cadmium, on a entendu les gens parler du pain, des pâtes, du chocolat, est-ce qu'on réussit à l'éliminer de notre corps ? En fait, déjà, ce qu'on recommande au niveau individuel pour pouvoir limiter notre exposition au cadmium, c'est déjà d'essayer de diversifier son alimentation. Donc, varier les aliments, varier aussi ses sources d'approvisionnement, parce que ça permet d'éviter d'être exposé de façon répétée au cadmium issu des mêmes sources d'approvisionnement. Il a été constaté que parmi les denrées qui contribuent le plus à notre exposition au cadmium, ça inclut des denrées à base de blé sucré et salé, donc qui présentent un intérêt nutritionnel
nutritionnelle plus faible. Donc, ce qu'on recommande, c'est de limiter pour le consommateur la consommation de ces denrées à base de blé sucré et salé. Ensuite aussi, de favoriser un rééquilibrage alimentaire en introduisant plus de légumineuses à la place de la consommation de pâtes. Mais l'action principale, c'est surtout une action collective à la source de contamination. C'est cette action qui permet de façon durable de diminuer la contamination des sols et donc de l'exposition. Est-ce qu'on peut décontaminer les sols ? Alors, à ce jour, en fait, il convient plutôt d'éviter tout apport en cadmium sur les sols. On va éviter d'en apporter, mais on ne peut pas les décontaminer. En fait, dans l'expertise qu'on a conduite, on voit très clairement que dans les simulations qui ont été faites, que si on ne dépasse pas un flux d'apport de 2 grammes de cadmium par hectare et par an, il y aura une diminution significative du cadmium dans le temps. Ça prendra quelques années, mais cette diminution, elle sera effective. Elle va se répercuter sur la contamination des denrées alimentaires que nous consommons quotidiennement et un résultat pourrait être visible sur l'exposition de la population à terme. Le sujet, c'est la biodisponibilité. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est important de le comprendre. C'est que le cadmium biodisponible, celui qui migre dans les plantes, c'est celui qui est apporté au moment de la fertilisation. C'est-à-dire que le cadmium, il y en a beaucoup stocké dans les sols, mais il n'est pas forcément biodisponible. Il est retenu par le complexe argilo-humique. C'est pas lui qui va dans l'alimentation. Et c'est pas celui-là. Enfin, un peu, mais c'est vraiment pas celui-là qu'il faut cibler. Il faudrait un accident important sur les sols, d'évolution de pH, par exemple, un peu violente, qui ferait qu'on libérerait du cadmium. Mais celui qu'on doit cibler, c'est celui qui est contenu dans les engrais phosphatés. Donc la solution, c'est d'avoir des engrais phosphatés qui contiennent moins de cadmium. C'est ce que demande l'ANSES dans son expertise. Et le gouvernement a annoncé hier soir qu'il allait abaisser bientôt les limites maximales de cadmium dans les engrais. Il va y avoir un décret et un arrêté avec une diminution progressive qui va passer aujourd'hui de 90 mg par kilo. Une dérogation par rapport à la norme européenne. À 60 mg l'année prochaine, puis 40 mg en 2030 et enfin 20 mg d'ici 2038. 20 mg, vous, c'est ce que vous préconisez pour aujourd'hui à l'ANSES. Donc pourquoi on ne va pas plus vite ? Pourquoi on attend 2038 ? Alors nous, ce qu'on préconise vraiment dans notre message en fait, à l'ANSES, c'est vraiment l'application dès que possible d'une teneur de 20 mg de cadmium par kilo d'anhydre phosphorique dans les engrais. Mais là, le gouvernement vous répond 2038. Alors, c'est une première étape, on va dire, vers la réduction des teneurs en cadmium dans les engrais minéraux phosphatés. En revanche, moi, je pourrais vous répondre uniquement d'un point de vue scientifique qu'il faut vraiment, dès le plus vite possible, atteindre cette teneur et limiter tout apport en cadmium dans les sols agricoles. Je vous garantis que dans ma proposition de loi, on va plus vite que ça. Alors voilà, votre proposition de loi. D'abord, elle en est où ? Alors, ma proposition de loi, elle avait été adoptée en commission ? Ouais, je l'ai déposée en décembre, elle a été examinée au tout début du mois de février en commission, elle a été votée, donc elle a obtenu une majorité. Elle devait passer dans la niche de mon groupe politique, les écologistes, mais l'obstruction de mes amis de droite n'ont pas permis qu'elle avance suffisamment vite, et donc elle n'a pas pu aboutir. Et je tente de la faire passer dans la niche transpartisane du mois de mai. Donc là, vous avez peut-être aussi bon espoir que l'actualité du moment la remette à l'ordre du jour plus vite. Évidemment, mais on doit activer le calendrier de ce gouvernement qui s'autorise quand même à garder 90 mg alors que la réglementation européenne est à 60 mg. Et vous, votre proposition de loi, elle veut quoi ? Moi, ma proposition, alors celle qui est passée en commission des affaires économiques, qui a été votée, c'est 0. On sait très bien qu'on n'arrivera pas à faire voter une majorité sur 0. Mais vous avez demandé ça pour avoir ça ? Oui, c'est-à-dire que j'ai proposé un amendement qu'on appelle de repli, où je propose 40 mg en 2027 et 20 mg en 2030. C'est-à-dire beaucoup plus vite que ce que propose le ministère, pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, on sait parfaitement tenir ce taux de cadmium dans les phosphates. Même les Marocains, aujourd'hui, suite à l'alerte lancée par les médecins en 2025... Alors, vous parlez des Marocains parce qu'il se trouve que la France achète la plus grosse partie de ses engrais phosphatés au Maroc. Non, mais pour que les téléspectateurs comprennent bien, ils ont aussi 70% du gisement des engrais phosphatés au monde est au Maroc. Donc, de toute façon, ils sont incontournables. Et donc, les fabricants d'engrais phosphatés savent aujourd'hui retirer le cadmium. Et donc, la décadmiation. La décadmiation. Et donc, ils ont réussi en un an à diviser par 2. Et ils nous disent et ils nous promettent que dans une échéance très rapide, ils tiendront les 20 mg. Donc, pourquoi est-ce qu'on retarderait ce moment-là ? D'autant plus que dans la proposition de loi que je propose, on n'interdit pas du tout les engrais phosphatés. Donc, on ne menace pas la souveraineté alimentaire. On n'empêche pas aux agriculteurs de les utiliser pour continuer de produire. Et que les engrais phosphatés sans cadmium ne coûtent pas plus cher.
Donc il n'y a plus aucune raison de... Vous savez expliquer pourquoi on ne va pas aller plus vite ? Non, je ne saurais pas expliquer. Je pense qu'il y a quand même une dépendance à ce que vous dites, à ce marché marocain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour des questions de santé, je pense qu'il faut s'en préoccuper. Une question téléspectateur. Oui, Cassandra, qui veut savoir, tout bêtement, j'imagine qu'elle cultive ses propres légumes chez elle, veut savoir s'il y a un moyen de contrôler le niveau de cadmium dans les sols, chez soi, et dans l'alimentation qu'on a à la maison. Elle prend l'exemple de la petite bandelette pour tester le pH dans l'eau des piscines. Ça existe. Est-ce que Géraldine, vous savez répondre ? Alors c'est plus compliqué que ça. Ça demande quand même des analyses de sol qui soient assez complètes, avec des techniques plus développées. C'est accessible à un particulier, ça coûte cher. Je ne pourrais pas vous répondre parce que moi je suis plutôt dans la toxicologie. Mais est-ce que la carte qui est diffusée depuis hier, c'est une carte sur laquelle un jardinier chez lui peut s'appuyer pour se dire bon là il faut que j'évite de planter des tomates. En fait, le cadmium c'est aussi lié à une pollution diffuse. Donc en fait, toutes les régions, toute la France est contaminée par le cadmium. La carte qui est diffusée est très intéressante parce qu'en fait, on voit des sols qui sont plus riches en cadmium. On voit qu'il y a ce qu'on appelle des hotspots, donc certaines régions ou certains départements qui ont des teneurs en cadmium, donc dans les sols qui sont plus élevés. Ce qui serait intéressant à terme, c'est effectivement d'avoir les mesures dans le sol et de savoir la limite dans le sol qui ne serait pas dépassée pour savoir comment on peut gérer dans le long terme la teneur en cadmium dans les sols. Pour rassurer Cassandra quand même, c'est Cassandra qui s'appelle. Oui, c'est Cassandra. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si elle n'apporte pas elle-même des phosphates à ses cultures de légumes, il y a peu de risques que du cadmium contamine ses légumes. C'est la question de la biodisponibilité, c'est-à-dire que le cadmium retenu par les sols est beaucoup moins biodisponible pour... Donc elle fasse attention à la façon dont elle apporte de phosphate sur son sol. Il y a une question géopolitique aussi derrière tout ça. On parlait du Maroc. Vous le disiez, c'est là-bas qu'il y a les plus gros gisements. Moi, je ne veux pas me fâcher avec les Marocains. Mais personne. Mais peut-être les Russes, oui. Parce que le pays dont les engrais ont la plus faible teneur en cadmium, c'est la Russie. 5 mg par kilo. Est-ce que la tentation, ça peut être de se tourner vers le marché russe, qui a fait beaucoup de lobbying l'année dernière pour justement alerter sur le cadmium dans les engrais phosphatés et pour dire, nous, on a une solution, regardez, on n'a que 5 mg. Ça fait partie des arguments des détracteurs qui ne veulent pas qu'on avance sur la réglementation. Mais vous-même, vous avez été approché par ce lobby russe ? Non, absolument pas. Mais moi, je ne sais pas, il doit y avoir des raisons particulières, mais je ne sais pas pourquoi les lobbies, moi, ils ne m'approchent pas beaucoup. Allez, parenthèse fermée. Sûrement parce qu'au départ, je suis scientifique, ancien chercheur, et ils ne peuvent pas me balader avec des propos et des éléments de langage que je ne peux pas capter comme ça. Mais il y a le principe de réalité, c'est ce que je disais tout à l'heure. 70% des engrais phosphatés, le gisement majoritaire, il est au Maroc. Donc de toute façon, il faut qu'on travaille sur comment est-ce que ce gisement important de phosphate va être disponible sans cadmium. Et ils ont commencé à travailler. Le gisement russe, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 0,8%. 0,8% des gisements de phosphate disponibles. Ils peuvent toujours essayer de venir nous en vendre, ils n'auront jamais les stocks. Mais je ne suis même pas sûr que les Russes aient envie de capter le marché. C'est les arguments... Mais c'est comme les nucléophiles qui ne veulent pas des énergies renouvelables, ils trouvent toujours des arguments pour... Là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ne veulent rien changer de l'agriculture et qui convoquent l'éventuelle dépendance à la Russie. Mais à mon avis, c'est un argument qui ne tient pas 2 minutes. Géraldine Carne, l'ANSES, quand même, dans son rapport, juge la situation préoccupante. Pour autant, vous n'émettez pas d'alerte sanitaire, vous ne demandez pas d'étiquetage des aliments, vous vous dites qu'il faut agir avec ces leviers d'action, notamment sur les engrais phosphatés. Mais pas d'alerte sanitaire. Alors, on constate dans l'expertise qu'on a conduite, en fait, qu'il y a une forte proportion de la population qui a des niveaux d'exposition qui dépassent les valeurs sanitaires repères. Donc, ce qu'on indique, c'est que si ces niveaux d'exposition se maintiennent et qu'aucun levier n'est mis en place, à terme, il y aura une forte probabilité qu'il y ait une part croissante de la population française qui soit à risque d'effets indésirables. C'est pour ça qu'on recommande de limiter tout apport en cadmium. Et donc, pour le cas des engrais, pour pouvoir atteindre les valeurs limites recommandées dans cette expertise, on recommande soit d'avoir recours à des sources d'approvisionnement à teneur en cadmium amoindries par les roches phosphatées, de diversifier. Mais si cela n'est pas possible, le recours à des techniques de décadmiation, parce que ces techniques de décadmiation,
elles existent, c'est faisable, elles méritent d'être développées à plus grande échelle. Elles sont peu coûteuses. On voit qu'elles ont un surcoût agricole limité par rapport au fardeau sanitaire que représente actuellement le cadmium. Moi, j'attends le médicament pour me décadmier, d'accord ? Et Antoine Bauge, je compte sur vous pour m'en parler le jour où il arrive, d'accord ? Tous les scientifiques que je connais. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus ce soir dans Chaque Voix compte. Dans un instant, c'est la question qui fâche. On va se pencher sur une autre proposition de loi qui vise à renforcer cette fois l'enseignement à la défense nationale dans les collèges. Éducation ou endoctrinement, on va en parler avec nos 3 prochains invités. Mais avant cela, c'est le mot du jour. Et c'est Mariette. Mariette, vous vous intéressez ce soir à une formule que la France insoumise fait sienne depuis quelques jours. Regardez. La Nouvelle-France. La Nouvelle-France, c'est la Nouvelle-France, c'est France féminisée, c'est la France des catégories populaires. La Nouvelle-France. Oui, voilà, quelle bonne idée de communication. C'est vraiment une expression d'ailleurs qui a été vraiment reprise. Elle est en plus incarnée effectivement par des images de visages nouveaux, plus jeunes, bigarrés, comme dit Jean-Luc Mélenchon, qui est l'inventeur de la formule. Alors on n'en a pas entendu parler de cette formule, mais elle date de 2018, lors des premières rencontres nationales des quartiers populaires, puis elle est restée assez longtemps dans l'ombre. Mais évidemment, la victoire des Insoumis, notamment à Saint-Denis et à Roubaix, depuis quelques jours, lui donne de la vie et de la voix à cette belle formule. Alors, la question maintenant, pour aller un peu plus loin, c'est de se demander si elle va s'inscrire vraiment dans le paysage. Alors, je crois que pour ça, cette formule, la Nouvelle-France, elle a 3 problèmes, Adeline. Le premier problème, c'est qu'elle est conflictuelle. S'il y a une Nouvelle-France, c'est qu'il y a une vieille France. Oui. Voilà, comme il y a les élites et le peuple, comme il y a les révolutionnaires et les aristocrates de l'Ancien Régime. Donc là, on est dans des affrontements. Et les filles rappellent qu'elle applique sa vision du populisme de gauche, qui est vraiment théorisée, qui est une vision philosophique, bien sûr Chantal Mouffe, Laclos, etc., fondée précisément sur la conflictualité et la violence, on pourrait dire. Et on l'a vu avec les passations dans les mairies devenues passées chez LFI avec les scènes de ces derniers jours. Voilà, donc la Nouvelle-France, pour qu'elle s'installe vraiment, il faudra quand même, dans la perspective de 2027, qu'une majorité de gens aient envie de violence politique. Qu'un match soit organisé, par exemple, entre une France qui se sent racisée et une France qui se sent grand remplacée. Alors, c'est pas sûr, on va voir. L'impression qu'on a eue quand même dimanche soir, c'est qu'il y avait aussi une attente de pacification dans notre pays. Alors, deuxième problème, finalement, est-ce qu'elle est si nouvelle, cette nouvelle France ? Parce qu'elle fait penser à la nouvelle société de Chaban en 1969. Quelle mémoire, Mariette. Et c'est une idée qui n'a pas vraiment marché. C'est pas forcément le bon concept, le nouveau, parce que finalement, ça revient souvent. Le nouveau, c'est comme si, en politique, il n'y avait rien de plus ancien que le nouveau. Et même Lionel Jospin, en 2001, je crois, quand il avait lui-même parlé de Nouvelle-France, c'était pas son ministre, Jean-Luc Mélenchon, son ministre de l'enseignement professionnel, qui avait lancé la formule à ce moment-là. Même Lionel Jospin n'avait pas vraiment réussi à faire circuler tellement cette formule générique. Oui. Vous avez parlé de 2 problèmes, c'est quoi le troisième ? Le troisième, c'est mon préféré, parce qu'il faut remonter un peu plus loin dans l'histoire, mais on est au XVIIe siècle, Adeline, et la Nouvelle-France, c'est le premier nom du Québec. C'est-à-dire que les Français colonisent une terre. Alors là, c'est quand même drôle pour LFI, parti farouchement anticolonialiste, d'avoir... Vous faites sourire Louis Boyard qui vient d'arriver sur ce plateau. Donc, pour finir mon propos, ma question serait celle-là. Faut-il que la France soit nécessairement nouvelle ? Alors certes, nous devons nous adapter à un monde qui est en pleine transformation. Bien sûr, mais est-ce que ça ne serait pas plutôt en restant elle-même et en innovant, bien sûr, Je me demanderais ça. Et donc, dans ce cas-là, il y a une autre expression qui me semblerait intéressante. Ce n'est pas France nouvelle, mais ce serait France plurielle. Et cette fois, Lionel Jospin, là, il nous a légué un véritable concept politique. Je suis obligée de poser la question à Louis Boyard. Le problème, c'est que la Nouvelle-France, ce sera votre slogan pour 2027, non ? Mais la Nouvelle-France, elle est déjà là. Et pour le coup, je vous invite à lire le livre « Nouveau peuple, nouvelle gauche » de l'Institut La Boétie, qui vous évitera de raconter beaucoup de bêtises que vous venez de raconter, parce que la Nouvelle-France, elle est déjà là. C'est pas gentil, c'est pas nouveau. Parce que c'est assez vrai, et je trouve dommage que c'est pas de la communication politique, c'est de l'analyse de la société, de la place, de la question de l'immigration intérieure et de l'immigration extérieure, de la question de la place des femmes dans la société, du rôle des numériques. C'est tout ça la Nouvelle-France, donc bonne lecture. On passe à la question qui fâche, l'autre question qui fâche.
Alors c'est vrai qu'au tout début de l'émission avec le cadmium, on a parlé de nos cours de physique-chimie de lycée. Bon là on va parler d'un autre apprentissage à présent, l'enseignement à la défense nationale. Parce que les députés se penchent en ce moment même dans l'hémicycle sur une proposition de loi MODEM qui vise à renforcer cet enseignement inscrit dans le Code de l'éducation depuis plus de 25 ans, mais qui dans les faits paraît inexistant. Et on en débat ce soir avec le rapporteur du texte. Bonsoir Christophe Blanchet. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes député MODEM du Calvados et à vos côtés donc Louis Boyard. Bonsoir. Député insoumis du Val-de-Marne et j'imagine opposant au texte de Christophe Blanchet. Vous allez nous dire pourquoi, mais c'est Marion Becker avec Maïté Frémont qui vous pose ce soir la question qui fâche. Quelles sont les forces armées? Quels sont leurs rôles? Quelles sont les menaces qui nous entourent? C'est ce qu'on enseigne ici, dans cette classe défense, à Montigny-les-Cormeilles. C'est le même fonctionnement qu'une classe normale, juste on lie un peu tout au projet classe défense. C'est très important en fait, de maintenir ce lien, je dirais ce lien armée-nation. Comme il n'existe plus de service national, peut-être que des jeunes vont s'imaginer le métier de militaire par le prisme juste de la guerre ou de certains films en fait. Ces questions et ces enjeux, la proposition de loi entend les enseigner à tous les collégiens et lycéens. Ces classes de défense créées il y a 20 ans sont 958 en France. Comme ici, au collège Paul Landowski de Boulogne-Billancourt. Armelle, Elisa et Faustine sont élèves de 3e. En plus de l'enseignement classique, elles ont suivi un parcours de citoyenneté. Grâce au partenariat avec la Marine nationale, elles ont découvert la base militaire de Brest. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a aussi pu tester chez les sous-mariniers les simulateurs. C'était quand même... on ne pouvait pas non plus aller toucher, mais on pouvait quand même regarder, on nous expliquait et c'était vraiment bien. Un projet qui vise à rendre concret et surtout interdisciplinaire l'enseignement de la défense. Je pense que ces classes à projet sont très importantes pour justement faire de ces élèves de futurs adultes éclairés. Et moi, je crois beaucoup en cette mission de l'enseignant. On n'est pas que des transmetteurs de compétences, on n'est pas que des répétiteurs. On a aussi un rôle, je pense, moral et civique à jouer. Enfin, moi, j'y crois beaucoup. Une façon aussi de développer les valeurs républicaines et la culture de l'engagement. Alors, la question qui fâche, la voici. Est-il nécessaire de généraliser cet enseignement de la défense à tous les élèves ? Alors Christophe Blanchet, vous êtes donc le rapporteur de cette proposition de loi pour renforcer l'enseignement à la défense nationale. D'abord, en quoi consiste exactement un renforcement ? Je vais répondre à votre question en même temps à la question qui fâche. Ah oui, on est là pour ça. Ce qui fâche, c'est que cette loi ne soit pas déjà appliquée. Parce que depuis 25 ans, vous l'avez rappelé, normalement, l'éducation à la défense nationale est obligatoire. C'est dans le Code de l'éducation. C'est l'article L312-12 du Code de l'éducation. Donc la question qui fâche, c'est pourquoi est-ce que la loi n'est pas appliquée ? Et ça, c'était le rapport que j'avais fait en 2019 avec ma collègue Martine Etienne. Et alors, 2024. Vous avez découvert quoi ? Et on a découvert simplement que pourquoi ce n'est pas fait ? Parce qu'il y a des professeurs qui ne veulent pas le faire. C'est compliqué de faire école sans les profs. Exactement. Mais il faut prendre toutes les caractéristiques. Pourquoi est-ce que ce n'est pas fait ? Il y a d'autres qui disent on aimerait bien le faire, mais on est tellement surchargé dans les programmes avec d'autres matières qu'on ne peut pas le faire dans l'EMC parce qu'il y a 4 matières à évoquer. C'est l'éducation civique, l'EMC. Et d'autres profs disent on voudrait le faire, mais on ne sait pas comment faire parce qu'on ne nous donne pas les clés. Cette proposition de loi, d'abord, rappelle que c'est obligatoire. Et c'est d'autant plus obligatoire que, vu le contexte un petit peu géomondial, ce qui peut se passer, c'est quand même important de savoir comment se comporte. Et ça donne, en plus, des clés d'entrée défense dans chaque matière. On ne recrée pas une matière. Il n'y a pas de cours supplémentaires. Ce n'est pas des heures en plus. C'est pas un cours spécifique ? Ce n'est pas un cours spécifique. Mais pourtant, dans l'exposé des motifs de votre proposition de loi, il est écrit « Il nous faut un passage à l'échelle de cet enseignement à travers la création d'un cours structuré et obligatoire de défense globale intégré à l'emploi du temps scolaire. » Un cours structuré et obligatoire, ce n'est pas un cours spécifique ? Vous avez l'ancien exposé des motifs avant le texte de la commission. Pardonnez-moi. D'accord. Donc vous l'avez modifié. Le texte a été modifié en commission et c'est le nouveau exposé des motifs donc qui... le nouvel exposé des motifs prévoit bien que ce sont des entrées défense dans chaque matière et pas que l'histoire géo, où on peut faire des explications sur la défense nationale aux élèves de la 5e jusqu'en terminale, comme le Code le prévoit déjà. Donc la question qui fâche, c'est plutôt pourquoi est-ce que ce n'est pas fait ? Et donc moi, à travers cette proposition de loi,
Je défends le fait qu'il faut rappeler que c'est obligatoire et créer les conditions que ce soit actualisé, parce que ce qui était enseigné il y a 25 ans, normalement, n'est plus vraiment d'actualité aujourd'hui. Est-ce qu'on avait des câbles sous-marins il y a 25 ans? Non. Est-ce qu'on avait des satellites qui s'approchaient des satellites espions? Non. Est-ce qu'on avait des drones? Non. Est-ce qu'on avait des réseaux sociaux? Non. Il y a énormément d'autres choses à voir aujourd'hui. Mais je ne vois pas comment un enfant de 11 ans doit apprendre ça. Alors, comment il peut, c'est pas doit, comment il peut être sensibilisé? Obligatoire, vous ne l'avez pas non plus gardé dans l'exposé des motifs? Non, ça va être le référentiel. J'aurais dû vous la ramener, mais je ne vous ai pas ramené la proposition de loi, parce qu'on sort de l'hémicycle avec mon collègue Louis Boyard. Et je vous remercie d'ailleurs de vous en être Nous étions en débat tous les deux déjà dans l'hémicycle sur la proposition de loi. C'est un référentiel qui va être fait par l'Éducation nationale pour donner aux professeurs les moyens de faire des entrées-défenses dans chaque matière, et avec une nécessité de compréhension des élèves. Concrètement. Oui, mais alors concrètement, je suis prof de maths. Oui, très bien. Comment je fais mon entrée défense? À quel niveau? 5e, 3e? Je suis en 6e. Non, c'est 5e. Pour les profs de maths, ce sera à partir de la 5e? Non, le L312, c'est à partir de la 5e, c'est pas à partir de la 6e. Alors très bien. Je suis désolé, mais il faut être très précis là-dessus. C'est à partir de la 5e. Rigueur militaire. Non, c'est rigueur parlementaire, mon cher collègue. Rigueur parlementaire, je suis d'accord. Rigueur parlementaire. Je suis prof de maths en 5e. Comment je fais mon entrée défense dans mon cours sur les fractions? Ah, très bien. Il y a un porte-avions qui va être construit, qui va peser 77 000 tonnes. Est-ce que plutôt de prendre un exemple sur Madame Michu, etc., achète un plant de patates ou quoi que ce soit, on prend l'exemple du porte-avions en disant, voilà, ce porte-avions qui va peser 77 000 tonnes, il va falloir des fractions pour voir la portance sur l'eau, et ça correspond pile poil au sujet et au programme sur les fractions. Et là, ça fait peut-être juste une entrée défense où on parle à ce moment-là de la défense nationale via un bâtiment qui va coûter de l'argent et sur lequel le jeune le verra à sa construction, parce que quand il aura l'âge de 18 ans et plus, ça vient. Je vous donne un exemple comme ça qui me vient, parce que je n'ai pas tous les éléments devant moi. Mais il faut comprendre qu'on en est à un niveau aujourd'hui, c'est qu'on a trop de personnes qui méconnaissent comment ils peuvent participer à la défense nationale sans être militaires. J'insiste, la défense nationale de notre pays, c'est nos militaires qui assurent la protection de notre pays. Et rien que nos militaires. Mais comment nous, à nos niveaux individuels, nous pouvons les accompagner, les soutenir, parce qu'ils ont besoin de cela. Si vous reprenez le rapport, il y a un dessin qui a été fait pendant la Première Guerre mondiale de 2 soldats dans une tranchée. L'un dit à l'autre, pourvu qu'ils tiennent. L'autre répond, qui ça? Le premier répond, les civils. Nos militaires ne peuvent pas assurer la sécurité de notre pays et notre sécurité s'ils ne sentent pas derrière une population qui les soutient, qui est vigilante et qui comprend ce qui se passe. Les Boyards. Nous nous opposons à ce texte pour plusieurs raisons et on n'aura pas le temps de toutes les étaler ce soir. Sachez que les débats reprennent à 21h30 et qu'ils sont cordiaux et respectueux et je vous invite à les regarder. Nous, on s'oppose à ce texte déjà premièrement parce que quand on fait un texte sur l'éducation, je pense qu'il faut partir du ressenti des jeunes et des aspirations des jeunes. Et je ne crois pas que ce soit la priorité qui soit demandée aujourd'hui par les collégiens, par les lycéens ou même par la jeunesse en général. Deuxièmement, nous dénonçons une forme d'ambiance militariste qui règne actuellement dans le pays quand on a un chef d'état-major des armées qui vient devant les maires expliquer que les enfants vont devoir aller mourir pour leur pays. Quand on entend le gouvernement nous parler c'est pas exactement ce qu'il avait dit le général Mandon. Il avait enjoint aux Français d'accepter de perdre leurs enfants. Voilà. Ce qui met une ambiance rigueur de travail... parlementaire. Parfait. Rigueur journalistique. Chaîne parlementaire. Quand vous avez du coup des déclarations comme celle-ci, quand vous avez le gouvernement qui parle d'économie de guerre, et quand derrière vous avez ce texte qui vient dire que dans des petits endroits, un certain nombre de cours, on va parler ambiance militaire, ça met une ambiance. Et enfin, troisièmement, je pense que oui, c'est intéressant de parler géopolitique, de parler défense à l'école, parce que ça permet la compréhension du monde, et c'est important. Mais il y a tellement d'autres sujets. Moi, par exemple, je suis député de la Commission des affaires sociales. Vous avez donné un exemple sur les mathématiques. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas la même chose pour apprendre aux élèves comment fonctionne le système de retraite? Parce qu'aujourd'hui, il y a peu d'élèves qui, en sortant, savent comment fonctionne le système de retraite, ou comment fonctionnent les différents écosystèmes, parce que, encore plus que la Troisième Guerre mondiale qui nous penche au nez et contre laquelle il faut lutter, il y a le dérèglement climatique dont on parle peu. Et c'est pourquoi je pense que si jamais on doit avoir un texte qui doit repenser à ce qu'on doit enseigner à l'école, ça ne doit pas se faire uniquement comme ça en un soir et en un débat LCP, mais on doit avoir une véritable réflexion avec toute la jeune génération, avec les enseignants, pour penser à tous les sujets de cette nouvelle France que nous devons aborder dans cette nouvelle école. Christophe Blanchet, on fabrique des citoyens ou on fabrique des futurs soldats? On fabrique des citoyens. Et je vous invite à reprendre le rapport que j'avais fait avec une ancienne de vos collègues à LFI, où nous étions d'accord sur le constat. Mais pas sur la recommandation.
Rigueur parlementaire. Ah, rigueur parlementaire. Si, je ne vais pas vous reprendre Pas sur la page. recommandation. Si, la recommandation, pardonnez-moi, mais si je la reprends telle qu'elle, et je ne vais pas obstruer le temps qui nous est imparti, mais votre collègue, elle avait marqué exactement la même chose que moi, et je vous laisserai le lire. Elle n'a pas suivi la recommandation. C'était exact. Vous ne m'aurez pas sur ce sujet. Si, oh bah si. Non, mais on crée des citoyens. Monsieur Boyard dit une chose, lutter contre la Troisième Guerre mondiale. Ça veut dire que vous pensez qu'il y aura une Troisième Guerre mondiale là ? Dans le cours des choses, oui, nous nous y orientons. Quand il n'y a plus de droit international et que les budgets de l'armement ont été multipliés par 3 en 26 ans, oui, on s'y oriente. Alors, leçon du XXe siècle. C'est malheureusement ce qui est écrit dans la revue stratégique. Et ce qui est malheureusement écrit dans la revue stratégique, c'est qu'il faut acclimater tout le monde, pour comprendre les enjeux. Et que si on veut éviter toutes les menaces qui pèsent sur nous, et la pire, ce serait le nucléaire, évidemment, mais il ne faut pas imaginer ça, parce que ce qui est prévu dans la revue stratégique, malheureusement, c'est plutôt une guerre de haute intensité, à nos frontières et sur nos territoires autres que l'Hexagone. Mais c'est se préparer, être conscient. Comment est-ce que, comme dans les pays scandinaves, baltes et autres, on anticipe les choses qui pourraient arriver, et quand on anticipe, ça évite de subir. Et quand on ne subit pas, on est réactif. Et quand on est réactif, on dissuade. C'est ça la mécanique. Et je comprends qu'on ne soit pas d'accord, mais moi, cette mécanique, elle est là. Quand j'ai eu la chance, pour le rapport, d'aller en Estonie, en Lituanie, en Finlande, de voir comment c'est la culture. Alors évidemment, c'est un autre contexte. Ils ont 1400 km de frontières communes avec la Russie, donc ils savent ce que c'est que de vivre. Ils sont un peu plus exposés. Mais nous, est-ce qu'on n'est pas exposés lorsqu'on se fait attaquer par la Russie sur Internet, sur cyber, lorsqu'on nous débranche un hôpital, lorsque nous débranche certains réseaux ou autres? Est-ce qu'on n'est pas autant attaqué? C'est exactement la même chose. Lorsque nous attaquons sur les élections démocratiques. Ma question, c'est est-ce qu'un enfant de 12 ans, il a quelque chose à voir avec ça? Mais c'est l'apprentissage progressif. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, qui m'est venu comme ça sur l'histoire du porte-avions, puisqu'on en discutait tout à l'heure dans le couloir avec M. Boyard, pour rien vous cacher, ça m'est venu comme ça. Mais plus on a culture, plus on donne des exemples, et plus dans le texte que je prévois, c'est de permettre la participation de personnes qui sont réservistes, aux côtés des professeurs, pas à la place des professeurs, j'insiste, pour expliquer leur histoire. Parce que moi je me rappelle quand on est enfant, ma fille qui était à l'école, elle m'a raconté, voilà, on a vu tel intervenant, on se rappelle d'un récit, on se rappelle d'une histoire et on se l'approprie. Permettre à des réservistes d'expliquer ce qu'ils font à côté des professeurs, jamais sans les professeurs, j'insiste, c'est des histoires qui peuvent être racontées. Les enfants, c'est comme ça qu'on a culture progressivement. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Je vais vous raconter une histoire de Clément Méric, qui a retrouvé, mais bien longtemps avant vous, d'autres politiques qui avaient eu la même idée. Un peu plus aiguë, vous allez voir. Oui, parce que Clément, vous vous êtes penché toute la journée sur le rapport que l'armée a pu entretenir avec l'école en France dans des temps plus anciens. Et vous êtes tombé sur un moment un peu oublié de notre histoire, l'époque des bataillons scolaires. Oui, je vous propose qu'on se replonge tous dans les débuts de la Troisième République, qui est née, alors je vous le rappelle parce que d'une défaite, une défaite humiliante de la France face à la Prusse. Et je vous emmène donc dans la salle de classe d'un instituteur de l'époque. Regardez ce tableau. Il s'intitule La Tache Noire. Alors Adeline, regardez, est-ce que vous l'avez repéré? Ah c'est l'Alsace. Et voilà, elle est là, au bout de la baguette. L'Alsace-Moselle. L'Alsace-Moselle, perdue par la France pendant cette guerre. Et on va dézoomer un peu à présent parce qu'il y a plusieurs détails intéressants sur ce tableau. Et étonnant, d'abord ce tambour militaire, là, juste derrière le bureau de l'instituteur. Et puis il y a aussi cet uniforme que porte l'élève qui est debout à côté de l'instituteur. Cette médaille qui est au revers de la veste de l'élève qui est en blanc au premier rang. Et puis dernier détail, alors là c'est au fond de la classe, c'est le plus étonnant sans doute, c'est un râtelier où sont rangés pas moins d'une vingtaine de fusils. Oui, des fusils dans une salle de classe. Ce tableau, il montre tout simplement ce qu'on a appelé les bataillons scolaires qui ont été mis en place en 1882 pour préparer quoi? La grande revanche de la France, celle qui lui permettra de reprendre l'Alsace-Moselle à l'Allemagne. Des bataillons scolaires, de quoi parlons-nous exactement? Alors on parle d'une petite armée? Vous allez voir, presque, d'une initiative qui a été portée en 1882 par Paul Bert, qui était ministre de l'Instruction publique. Alors, il y a des rues à son nom. Voilà, c'est un nom qui vous dit quelque chose. Il y a des rues, il y a des collèges, des écoles et aussi des gymnases. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a rendu la gymnastique obligatoire dans les écoles. Sauf qu'on oublie
un petit détail, c'est qu'en plus de la gym, il a mis en place une instruction militaire dès l'école primaire. Dès l'école primaire, là on n'est pas en 5e. Voilà. On apprenait donc aux enfants à marcher au pas, à défiler. Voilà, là vous avez un exemple de défilé militaire sur la place de la République un 14 juillet. Et on a même des photos de cette époque. Je vous présente donc le bataillon scolaire de Breteuil-sur-Noye, avec son clairon et sa trompette au premier rang, ses tambours militaires juste derrière, et le bataillon lui-même, une armée de gamins avec des fusils à l'épaule. Et le ministre de la Guerre de l'époque voulait faire, je le cite, un dressage préliminaire spécial des jeunes élèves. Ah oui, c'était l'appellation officielle ? Oui, un dressage qui passait donc par le maniement des armes. Alors, des fausses armes pour les plus jeunes, mais pas pour les plus âgés. Ils pouvaient tirer avec cette arme, uniquement avec des petits calibres, en petit calibre. Ensuite, on passait au maniement de la baïonnette avec une tringlerie à l'intérieur, une fausse baïonnette qui pénètre dans le canon, pour les sensibiliser à l'attaque à la baïonnette. Et pour les plus âgés, c'est-à-dire 17, 18 ans, par là, on leur donnait le vrai fusil, le fameux Lebel en calibre 8 mm, qui était distribué à tous les fantassins de l'armée française. Le vrai Lebel, pour les 17-18 ans, on tirait vraiment. Et voilà donc nos jeunes élèves, fusil en main, dans la cour d'école, qui s'entraînent à quoi ? Au tir couché, dans la cour de l'école. Ah d'accord. Donc je précise quand même on préférait jouer aux billes après, oui. Nous. La création de ces bataillons avait eu le soutien, à l'époque, de la Ligue de l'enseignement, sauf que ça n'a pas duré très très longtemps, parce que notamment, les instituteurs ne se sentaient pas l'âme d'adjudant-chef, mais il y avait aussi d'autres raisons. Du côté de l'Église catholique, elle n'y était pas très favorable, et les communes trouvaient que ça leur coûtait trop cher. Bon, Louis Boyard s'est évanoui. Non, mais moi aussi. Oui. Vous aussi, bon, ça me rassure. Bon, c'est pas le sujet de la proposition de loi, qu'on soit bien d'accord. Moi, il y a quand même plusieurs choses qui m'interrogent, et on a eu l'occasion d'en parler pendant les débats. C'est si on veut vraiment parler de la guerre et de tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'on aura un certain nombre de difficultés dans les écoles, notamment à enseigner le droit international, parce que la France ne fait pas respecter le droit international, notamment quant à ce qui se passe à Gaza ou dans ce qui se passe dans un certain nombre de pays africains dans lesquels les milliardaires on va pas rajouter un cours d'histoire parce qu'il faudrait rajouter des cours de français. Moi, la question que je voulais vous poser, et ça fait vraiment écho à ce que disait Clément, c'est que en fait, on parle de communauté éducative. Et là, je m'adresse à vous deux. La communauté éducative, c'est les élèves, c'est les profs et c'est les parents. Et Christophe Blanchet, le problème, c'est que les profs disent l'école ne doit pas devenir le bureau de recrutement des armées, et les parents disent que dans le projet, il s'agit de mettre au pas une certaine jeunesse dans les quartiers prioritaires ou dans les zones rurales. Et ça va être compliqué de faire communauté éducative autour de votre projet si vous n'avez pas les profs et les parents avec vous. Alors d'abord, parler des profs d'une manière générale et des parents d'une manière générale. Moi, j'ai bien précisé, il y a des profs qui ne veulent pas faire, il y a d'autres qui veulent le faire. Donc attention à ne pas généraliser. Permettez-moi, c'est vraiment cela parce que c'est ce qu'on a vu dans le rapport. Et dans le rapport, pardonnez-moi, je vais revenir là-dessus et ça complète la réponse. Vos rapporteurs, c'est ce qui a été validé. Martine Etienne, qui était de chez vous, et moi, estime que les entrées défense ne doivent pas seulement concerner l'histoire-géographie, mais bien s'ouvrir aux autres champs des savoirs, ainsi que les sciences de la vie et de la terre, peuvent se prêter à une étude des pathologies, des infections de guerre. L'évocation des gueules cassées peut servir de point d'appui à une étude des progrès de la médecine. En éducation physique et sportive peuvent être utilement mentionnées les opérations avec nos blessés, ainsi de suite et ainsi de suite. C'est bien nos rapporteurs et ça a été voté en commission de défense avec notre collègue. Donc j'insiste sur cela. Donc tout est possible, il suffit de faire de la pédagogie et de ne pas faire peur. Les images que vous avez montrées, moi ça me fait peur. C'est l'histoire de France, c'est notre passé. Moi ça me fait peur, mais c'était leur histoire à ce moment-là. Est-ce qu'on peut refaire l'histoire à un moment précis ? Je ne m'aventurerai jamais à cela, parce qu'on n'était pas à ce moment-là présent. Moi, ce que je veux avec cette proposition de loi, c'est créer les conditions d'une éducation à la défense nationale. Et l'éducation à la défense nationale, ce n'est pas que du militaire. On se borne. Évidemment, je vois ce qui se passe actuellement sur les eaux contre moi, et c'est de bonne guerre, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas de bonne guerre. Il y a une méconnaissance. La défense nationale, ce n'est pas que l'aspect militaire. La défense nationale, elle est globale. J'ai trouvé un exemple hier... Pardonnez-moi si je peux aller au bout. Le don du sang, est-ce que ça peut faire partie de la défense nationale ? Oui. Si un hôpital est attaqué de manière cyber, je ne parle pas d'un missile, cyber, et qu'en 48 heures, il n'y a plus les batteries, le sang stocké n'est plus valable, est-ce qu'il ne faudra pas faire un effort de défense nationale pour dire, tiens,
je peux donner mon sang et ça peut sauver pas des militaires au Un dernier mot pour Louis Boyard, mais on est très en retard. Potentiellement des personnes qui Moi, si je veux juste avoir un mot de la fin, je le redis, sur ces sujets-là, il y a un certain nombre de contradictions. Vous ne pouvez pas enseigner le droit international sur les questions de défense quand on voit la position de la France sur ce qui se passe à Gaza ou sur ce qui se passe dans un certain nombre de pays africains. Et enfin, si on veut terminer sur un sujet sur la guerre, il y a un moment qui m'a marqué, c'était une commémoration à Villecrène dans ma circonscription et l'association des anciens combattants disait les noms des gens qui étaient sur la statue en hommage. Et quand elle disait les noms, elle disait Guillaume, 19 ans, Louis, 20 ans, Julien, 18 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça, c'est peut-être le meilleur enseignement qu'on m'ait donné sur la guerre, c'est que c'est avant tout des jeunes, très très jeunes, qu'on envoie aller mourir entre gens qui ne se connaissent pas pour servir les intérêts de gens qui se connaissent très bien mais qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, comme le dirait Paul Valéry. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus pendant la pause de la niche parlementaire du MoDem. Les débats reprennent dans une demi-heure maintenant. Bon, restez là encore un petit peu, parce que c'est Bourbon Express, c'est le journal de l'Assemblée nationale avec Marco Pommier, tout de suite. Bonsoir Marco. Bonsoir Adeline. Un Bourbon Express consacré notamment à l'hommage de la Nation rendu ce matin à Lionel Jospin. Un hommage qui a débuté ce matin aux Invalides en présence de la famille de l'ancien Premier ministre, vous la voyez, et de sa famille politique aussi, les socialistes. C'est Emmanuel Macron qui présidait cette cérémonie. Le chef de l'État a salué un homme profondément respecté qui a modernisé la vie économique, sociale et démocratique de la nation. Je cite Lionel Jospin, qui a été chef du gouvernement entre 1997 et 2002. Par-delà la mort, notre mémoire le hissera toujours à cette place singulière. Un modèle pour certains, un adversaire pour quelques autres, pour tous à coup sûr. Un repère dans notre histoire et notre esprit. Lionel Jospin, c'était aussi l'homme qui a su réunir les socialistes, les écologistes et les communistes, la fameuse gauche plurielle, plus divisée que jamais. Que doit-elle retenir de l'héritage Jospin ? François Hollande a une petite idée. La gauche, elle a toujours été plurielle. Mais pour qu'elle ne se fragmente pas, pour qu'elle ne se divise pas, pour qu'elle ne s'empêche pas, il faut à la fois une incarnation, c'était celle de Lionel Jospin, et il faut avoir une ligne, c'est-à-dire ce qu'il appelait une ligne de clarté. Et enfin, il faut qu'il y ait une force au sein de cette gauche plurielle qui permette le rassemblement. Cette force-là, c'était le Parti socialiste. Voilà, le message politique n'est jamais très loin. Une journée d'hommage durant laquelle on a pu voir des anciens, revoir des anciens, les éléphants du Parti socialiste. Écoutez. Je sais tous les jours que chacune des responsabilités que j'ai pu exercer depuis 20 ans, je le dois à ce que j'ai appris avec lui. Je le dis comme je le pense, ça fait pas plaisir à tout le monde, mais il faisait de la politique comme on n'en fait plus. C'est ça peut-être qui manque le plus, ce qui fait cette distance entre les Français et les politiques. Martine Aubry, Pierre Moscovici, les socialistes, tous réunis cet après-midi au cimetière du Montparnasse à Paris pour la cérémonie d'inhumation avec cette image forte, vous allez la voir, le cortège funèbre accueilli par des applaudissements des militants, des Français venus rendre un dernier hommage à Lionel Jospin. On poursuit avec les effets des élections municipales sur la composition de l'Assemblée nationale. Oui, vous connaissez l'adage, boire ou conduire, il faut choisir. Là, c'est un peu pareil, maire ou député, il faut choisir aussi. Impossible de cumuler un mandat de parlementaire avec une fonction exécutive locale. Selon notre décompte LCP, 27 des 38 députés élus lors des municipales ont choisi leur fauteuil de maire. C'est le cas, par exemple, vous allez le voir, on va le voir, Harold Huvar du groupe Donc on ne le verra Lyot. plus dans l'hémicycle. Non, on ne le verra plus dans l'hémicycle. Alors normalement, c'est son suppléant qui doit assurer la relève, sauf qu'il ne veut pas le suppléant, car lui aussi a été élu maire. Et lui, il n'a pas de suppléant. Non, il n'a pas de suppléant. Il s'appelle Éric Gérard et il déclare à nos confrères d'ici Centre-Val de Loire, c'est clair, dans ma tête, je ne siégerai pas à l'Assemblée nationale. Résultat, les habitants de la 3e circonscription de l'Eure-et-Loire vont devoir revoter pour trouver un nouveau député ou une nouvelle députée. C'est ce qu'on appelle une législative partielle. Voilà, alors, il y a ceux qui ont préféré aller dans la mairie, puis il y a ceux quand même qui vont rester à l'Assemblée nationale. Après 3 semaines de pause parlementaire, ils ont eu des surprises en rouvrant les bureaux. Oui, les propositions de loi, les amendements, les auditions, pas toujours simple de se replonger dedans. Pierre Cazeneuve a tenté de le montrer à sa manière dans les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, regardez.
Je ne rentre pas là-dedans. Même pour vous. Bon, c'est vrai que Pierre Cazeneuve est souvent coutumier des vidéos de mise en scène, des vidéos qui font sourire, mais est-ce qu'il y a quand même un fond de vérité? Les députés sont revenus depuis 4 jours, ressentis combien? Antoine Palos et Eva Billion sont allés leur poser la question aux 4 colonnes. C'est une semaine de reprise non différente de celle que nous avons déjà connue. Oui, c'est vrai que c'est un rythme intense, mais c'est le rythme qu'on a depuis 2 ans et demi. Moi, j'ai l'impression que je suis là depuis 6 ans. Et j'ai une petite anecdote. Vous savez, il y a le député Chandernagor à qui on a rendu un hommage. Il est mort à 102 ans. Et la présidente a dit il a fait 7 mandats. Et on s'est regardé, on a dit mais comment c'est physiquement possible 7 mandats? Évidemment, je suis fatiguée, je suis députée, mais si ces messieurs dames ne voulaient pas être fatigués, il fallait laisser leur place à quelqu'un d'autre. Voilà, voilà, ça ne l'a pas fait rire. Tous d'accord avec Gabriel Catala. Ah, vous êtes d'accord aussi? Oui. Merci. Mais n'a pas le droit de se plaindre. Merci à tous les deux. Je vous laisse regagner l'hémicycle pour poursuivre la niche parlementaire du MoDem. On va discuter. Merci Mariette et merci Clément. Peut-être réussirez-vous à le convaincre. Oui. Et merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30. Vous la retrouvez aussi sur lcp.fr. À demain 19h30 pour Chaque Voix compte. Bonne soirée.